Les 7 moments où Machiavel ne serait jamais courtois, et toi non plus. Une vérité brutale s'impose. Dans un monde où la courtoisie est souvent perçue comme une faiblesse, ignorer les jeux de pouvoir peut coûter cher. Trop souvent, le silence face aux humiliations publiques ou aux menaces apparaît comme une solution facile, mais il ne fait que renforcer les agresseurs. En réalité, le problème est plus profond et insidieux. Ceux qui refusent de voir cette vérité se retrouvent piégés dans un cycle de soumission et de perte de respect. Machiavel avait compris que les relations humaines sont un terrain de stratégie. Il a écrit il y a 5 siècles que l'humilité pouvait masquer une force cachée et que la trahison, si bien gérée, pouvait devenir une arme redoutable. Il soulignait l'importance de protéger son temps comme un bien précieux. Ce discernement machiavélien, entre apparence et réalité, est essentiel pour naviguer dans les complexités de la vie. Sa sagesse nous enseigne à distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne mérite que notre indifférence. Dans cette vidéo de 7 chapitres, tu vas découvrir comment appliquer ces stratégies pour te protéger et gagner en influence. Chaque chapitre t'offre un outil concret pour reprendre le contrôle. Reste jusqu'à la fin, car le dernier concept transforme la perception en pouvoir tangible. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle stratégie machiavélienne t'inspire le plus. Éveille ta lucidité et deviens maître de ton destin. Démasque la première tactique. La faiblesse avouée comme force cachée. Le crépitement du feu dans l'âtre. Ta belle famille t'invite chaleureusement. Les rires montent. Le vin coule avec une aisance étudiée. L'atmosphère semble détendue jusqu'à ce que, au dessert, une phrase glisse. On aurait besoin d'un petit coup de main. Tu comprends alors que ce dîner n'était pas un partage, mais une mise en scène. Sous la chaleur des flammes et des sourires, tu découvres un besoin déguisé en affection. Tu ressens une crispation sous la table, imperceptible pour eux. Une seule émotion t'envahit, la gêne froide de celui qui réalise qu'on a joué sur sa loyauté. Tes épaules se tendent, ton souffle se raccourcit. Ce n'est pas la demande qui blesse. C'est la préméditation du piège. L'instant où tu croyais être reconnu devient celui où tu te sais utiliser. L'analyse révèle que la faiblesse avouée est souvent une invitation à sous-estimer. Montrer ses failles crée l'illusion d'une ouverture sincère. C'est en réalité un test de contrôle. Comme le rappelle Machiavel, un prince prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole lorsque cela tourne contre lui et que les raisons qui l'ont fait promettre n'existent plus. Celui qui expose sa fragilité le fait parfois pour ajuster le rapport de force, non pour chercher de l'aide. Savoir utiliser sa vulnérabilité apparente pour gagner du soutien devient alors un art du pouvoir silencieux. Le cliquetis d'un verre de cristal reposé trop vite. Face à un investisseur, tu racontes ton projet avec assurance. Il t'écoute, hoche la tête, puis repose la même question 3 fois sous des formes différentes. Il cherche la fissure dans ton récit, le moment où ton aplomb vacille. Tu comprends qu'ici, encore, c'est ta réponse hésitante qui décidera s'il voit en toi une opportunité ou une proie. La similitude entre ces manipulations réside dans l'utilisation stratégique des attentes des autres. Dans chaque cas, l'autre joue sur ta volonté d'être perçu comme loyal ou compétent. Au lieu de te justifier ou d'adoucir ton discours, tu peux retourner le cadre, admettre partiellement ta limite pour reprendre la main sur ce qu'il croit détenir contre toi. Ma vulnérabilité devient ma force quand elle n'est plus une confession, mais un calcul mesuré. Voici comment transformer une faiblesse apparente en force. Il ne voit que ce que je révèle. Je contrôle l'information que je donne. Ma faiblesse est ma stratégie. Je l'invite à me sous-estimer. Mon apparence est ma première défense. Ces phrases ne sont pas des formules morales, mais des positions tactiques. Elles redéfinissent ce que tu offres au regard de l'autre et fixent les limites du jeu qu'il croit dominer. Voilà le terrain repris. Tu n'as pas changé de nature, seulement de posture. Désormais, c'est toi qui décides quand et comment montrer ta faille. Parce qu'elle t'appartient
autant qu'elle te protège. Révèle la deuxième tactique, le masque de l'humilité stratégique. L'humilité stratégique est souvent une couverture pour le contrôle. Derrière les gestes modestes, il y a une lecture fine du terrain, une anticipation des attaques, une manière de détourner la ligne de mire. Tu sembles baisser la tête, mais en réalité tu observes qui frappe et comment. L'humilité n'est pas faiblesse, c'est un camouflage. Elle te rend inattaquable là où d'autres s'exposent. L'humilité est mon bouclier, le froissement d'une chemise qu'on ouvre. On t'invite à une réunion sans ordre du jour, et tu comprends à l'entrée que c'est toi l'ordre du jour. Ton chef parle avec douceur, les autres sourient trop longtemps. L'air sent le café tiède et la tension contenue. Chacun attend ton aveu implicite, ta reconnaissance d'avoir mal géré quelque chose. Tu sens leur piège, provoquer ta défense pour te classer comme arrogant. Alors tu restes calme, presque effacé, et tu laisses leurs mots glisser jusqu'à s'épuiser. Ces situations montrent comment l'humilité peut détourner l'attention. En refusant le duel direct, tu changes la géométrie du rapport de force. Plus personne ne peut t'accuser sans paraître brutal. Comme le formule Machiavel, il vaut mieux se faire aimer que craindre quand on commande à ses soldats, mais celui qui commande à ses sujets doit plutôt s'en faire craindre que d'en être aimé. Ce rappel vaut ici. Quand ton pouvoir repose sur ta position, la crainte te protège. Quand il dépend du regard des autres, c'est l'apparente modestie qui désarme leurs critiques. Un proche te rappelle sans cesse une dette ancienne pour garder la main sur toi. Il t'appelle par hasard quand il a besoin d'aide, évoque subtilement ce qu'il a fait pour toi autrefois. Chaque allusion pèse comme un rappel de loyauté forcée. Tu pourrais protester, réclamer l'équilibre, mais il gagnerait en se faisant passer pour blessé. À la place, tu réponds avec calme. Gratitude feinte, voix basse, aucune justification inutile. Tu lui retires son arme en refusant le conflit qu'il prépare depuis des années. Ces deux scènes révèlent un même mécanisme. L'humilité affichée crée un vide que les autres ne savent pas combler sans se trahir eux-mêmes. Tant qu'ils croient dominer moralement, ils cessent d'observer tes mouvements réels. Cette asymétrie devient ton espace de manœuvre. Plus tu sembles petit, plus leurs gestes deviennent maladroits et visibles. L'humilité n'efface pas ta puissance, elle la dissimule juste assez pour qu'elle agisse sans résistance. Apprends à utiliser l'humilité comme un masque protecteur. Je n'ai rien à prouver ici. Ma modestie me protège. Je suis invisible quand il le faut. Mon silence parle pour moi. Je choisis de ne pas réagir. Ces phrases ne sont pas des refuges moraux, mais des leviers tactiques. Elles ferment le champ émotionnel avant qu'on t'y enferme. Voilà le terrain repris, celui où ton calme devient arme, et ton effacement stratégie active contre ceux qui confondent humilité et soumission. Brise la troisième tactique, la trahison retournée en arme secrète, la poignée de main tiède. Ton patron te remercie devant toute l'équipe, les projecteurs braqués sur toi, son sourire calibré. L'air sent le café froid et la sueur des applaudissements forcés. Quelques jours plus tard, dans son bureau fermé, il feuillette ton dossier sans lever les yeux, esquive la question de l'augmentation qu'il t'avait promise. Tu ressors avec cette impression d'avoir été décoré pour mieux être oublié. Ce qui serre la gorge, ce n'est pas la perte d'argent, mais celle du repère. Tu pensais que la reconnaissance avait une valeur stable. À cet instant précis, ton estomac se contracte. Le sol du pouvoir vient de glisser sous tes pieds. La confiance devient un angle mort dangereux. Et tu comprends que ton erreur n'était pas d'avoir cru en lui, mais d'avoir cessé de calculer pendant qu'il jouait. Une trahison révèle souvent la véritable dynamique du pouvoir. Elle expose qui dépend de qui, et jusqu'où chacun ose aller pour garder l'avantage. Comme le rappelle Machiavel, un prince doit savoir bien user de la bête et de l'homme. Autrement dit, celui qui t'a trahi n'a fait qu'appliquer cette règle ancienne, alterner le masque humain et les crocs de l'animal selon le moment utile. Transformer la trahison en opportunité de se renforcer commence par comprendre que son geste t'enseigne sa logique. Le souffle du climatiseur sur la nuque. Ta collègue s'approche avec un ton léger. Elle te demande de relire son dossier amicalement. Le papier sent encore l'encre fraîche des chiffres qu'elle espère présenter à ta place. Derrière sa politesse
se cache une manœuvre claire. Tester ta naïveté avant la compétition officielle. Tu notes chaque mot, chaque pause dans sa voix. Tu ne refuses rien, tu observes. Ces interactions démontrent comment la trahison peut devenir une arme personnelle. Au lieu de réagir par blessure ou colère, tu convertis l'information en carte stratégique. Celui qui t'a trahi t'a offert un plan détaillé de sa méthode future. Tu apprends son tempo, ses angles d'attaque, ses failles émotionnelles. Chaque trahison est une leçon, non pas morale, mais tactique. Voici comment utiliser la trahison pour renforcer votre position. J'observe plus que je ne réagis. Sa promesse n'est pas oubliée. Je garde cette trahison en mémoire. Je suis plus malin que ça. Son jeu ne me trompera pas. Ces phrases ne sont pas des slogans. Elles verrouillent ton esprit avant toute décision hâtive. Le rapport de force a changé de main. Tu n'attends plus que justice tombe du ciel. Tu fais du silence ton arme et du souvenir ta protection active contre toute naïveté future. Renverse la 4e tactique, l'art de la décision sous pression. Tu te souviens du grincement du banc en bois. Dans le parc, un ancien contact t'avait abordé avec une chaleur presque théâtrale, un sourire large, des mots polis, trop polis. Il t'a parlé de souvenirs communs, d'opportunités croisées, puis, comme par hasard, a glissé sa demande entre deux rires. Tu as senti l'air plus dense autour de toi, cette attente déguisée en amitié. Le vent portait l'odeur des feuilles humides, mais c'est le parfum de la manipulation qui s'imposait. Ce malaise discret t'a figé une seconde. Ce n'était pas la demande en elle-même qui te dérangeait, mais la manière, pressante sans paraître urgente, affectueuse sans sincérité. Ton cœur a eu ce léger battement trop rapide qu'on reconnaît quand on comprend qu'on joue sans l'avoir décidé. Sous pression, tu gardes ta clarté, ou tu perds ton terrain avant même d'avoir répondu. La pression révèle souvent les vraies intentions des autres. Quand quelqu'un veut que tu décides vite, ce n'est presque jamais pour ton intérêt. Il cherche à fermer ton espace de réflexion pour t'obliger à choisir dans son cadre à lui. Machiavel le formule ainsi. Les hommes résolus sont toujours méprisés des irrésolus. Refuser d'entrer dans leur tempo dérange parce que cela expose leur dépendance à ton accord. Apprendre à décider sous pression, c'est apprendre à garder ta vision claire malgré leur agitation. Le guichet vitré te renvoie à ton propre visage fatigué. L'administration te redemande pour la 3e fois un justificatif que tu as déjà fourni. Derrière la vitre, un agent récite le règlement comme une prière sans conviction. Le ton est neutre, mais l'effet est le même. Créer l'urgence d'obéir encore une fois au système, au lieu de contester calmement son absurdité. Ces moments révèlent l'importance de gérer la pression pour prendre la bonne décision. Ce n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de pouvoir. Celui qui garde son calme contrôle le rythme du jeu. Tu ne gagnes pas en répondant plus vite. Tu gagnes en choisissant quand et comment répondre. Voici comment la pression peut être transformée en opportunité. Je décide quand je réponds. Je ne me précipite pas. Ma décision n'a pas besoin d'urgence. Je contrôle le rythme ici. Je garde la tête froide. Ces phrases ne sont pas des mantras, ce sont des armes verbales pour désamorcer l'empressement qu'on t'impose. Voilà le terrain repris. La prochaine fois qu'on cherchera à t'enfermer dans un choix immédiat, rappelle-toi simplement ceci. Sous pression, tu gardes ta clarté. Maîtrise la 5e tactique. Protéger ton temps comme un trésor. Le déclic feutré du briquet. La flamme se reflète sur le métal d'un contrat que ton fournisseur vient de déposer devant toi. Il t'offre un prix d'ami, un geste soi-disant généreux. L'odeur du café flotte encore entre vous, mais derrière son sourire, tu perçois déjà la dette implicite. Dans son regard, il sait que ce rabais t'enchaîne plus sûrement qu'une signature. Une gêne sourde monte dans ta poitrine. Tu te dis que refuser paraîtrait mesquin, qu'accepter serait plus simple. Pourtant, au fond, tu sens une contraction familière, celle du piège social qui transforme ta disponibilité en faiblesse exploitable. Tu réalises trop tard que ton silence vaut consentement et qu'à partir de là, ton temps ne t'appartient plus tout à fait. Le temps est souvent la ressource la plus convoitée. Celui qui te fait un cadeau achète ton attention future. C'est une loi discrète du pouvoir. L'endettement symbolique crée la soumission réelle.
Machiavel le formule ainsi: l'acte accuse, mais le résultat excuse. Le geste paraît amical, le résultat, c'est ta liberté amputée d'une part invisible. Mon temps est mon bien le plus précieux. Quand tu l'oublies, quelqu'un d'autre se charge de te le rappeler à son profit. Un proche t'appelle tard le soir pour parler des autres. Il prétend vouloir ton bien, te dit que certains amis te tirent vers le bas. Peu à peu, il occupe tes soirées, filtre tes relations, redéfinit ton cercle au nom de sa loyauté envers toi. À force de justifier ses intentions, il s'installe dans ton emploi du temps comme un locataire gratuit. Il ne prend pas ton argent, il prend ton espace mental. Ces situations montrent comment protéger ton temps des manipulations subtiles. Dans les deux cas, l'enjeu n'est pas matériel, mais temporel. Il cherche à orienter ce que tu feras demain sous couvert de bienveillance ou d'intérêt partagé. Refuser ces engagements inutiles n'est pas un manque de générosité, c'est une défense stratégique de ta marge de manœuvre. Garde toujours en tête cette règle. Celui qui contrôle ton emploi du temps contrôle ta trajectoire. Voici comment préserver ce qui est précieux sans culpabilité. Je n'ai pas besoin de lui devoir. Je choisis comment j'investis mon temps. Je fixe mes propres priorités. Mon temps n'est pas à vendre. Je protège mes réserves. Ces phrases ne sont pas des excuses, ce sont des frontières verbales qui verrouillent ton terrain avant qu'il ne soit occupé par d'autres volontés que la tienne. Le rapport de force a changé de main. Tu ne subis plus la dette implicite. Tu définis le cadre du jeu. Mon temps est mon bien le plus précieux, et désormais, tu en tiens les clés sans les partager par réflexe ni par peur d'être jugé avare de toi-même. Incarne la 6e tactique, le contrôle du silence intimidant. La sonnerie étouffée d'un téléphone. Tu observes l'écran s'allumer, puis s'éteindre sans réponse. Ton message est resté lu, rien de plus. Tu comprends que le silence soudain d'un partenaire clé à tes messages est en fait une réponse pesée. L'absence de mots devient ici un signal froid, un calcul pour reprendre la main dans la négociation. Mon silence est calculé. Ce qui te sert, ce n'est pas l'attente, c'est l'incertitude. Tu ressens la tension dans ta nuque, comme si chaque minute rallongeait ton désavantage. Tu veux relancer, combler le vide, prouver que tu contrôles encore le tempo. Mais ce besoin de parler trop tôt trahit ton impatience et confirme son ascendant. Le silence bien utilisé parle souvent plus que les mots. Celui qui sait se taire crée une asymétrie d'information. Il laisse l'autre deviner ses intentions, se perdre dans ses propres hypothèses. C'est ainsi qu'on teste la solidité d'un rapport de force sans même agir. Comme le rappelle Machiavel, la multitude sans chef est inutile, il ne faut point la menacer sans pouvoir la châtier. Celui qui maîtrise le silence ne menace pas, il fait peser la possibilité du mouvement. Le grincement d'une chaise qu'on tire. Ton père te demande de parler à ta sœur parce qu'elle t'écoute, toi. Il reste debout derrière la table, les bras croisés, attendant ton assentiment. Tu perçois que le piège consiste à endosser une autorité dont tu n'as ni les moyens ni la légitimité. Ton refus silencieux lui renvoie sa propre responsabilité sans éclat, ni drame. Ces exemples montrent comment le silence peut être utilisé pour influencer subtilement. Dans un échange professionnel comme dans une tension familiale, celui qui parle moins oriente plus. Il impose un rythme lent où l'autre s'épuise à combler le vide. C'est une mécanique systémique. Tu retires ton énergie du dialogue pour forcer l'autre à révéler ses attentes réelles. Voici comment le silence peut devenir votre allié. Je laisse le silence faire son œuvre. Je ne me précipite pas à répondre. Mon silence est une réponse claire. Je garde mes mots pour plus tard. Je laisse les autres montrer leurs cartes. Chacune de ces phrases remet ton centre de gravité du côté du contrôle, non de la réaction. Le rapport de force a changé de main. Désormais, c'est toi qui fixes le tempo par ton absence calculée, et c'est leur besoin de combler ce vide qui révèle leur véritable position sur l'échiquier. Transcende la 7e tactique. La perception transformée en réalité de pouvoir. Le thé qui refroidit entre vous, la personne que tu aimes liste tes défauts avec un sourire, comme un test. La lumière du matin souligne chaque mot, trop calme pour être innocent. Tu observes sa voix qui monte légèrement à chaque reproche, puis redescend aussitôt. Une caresse après une piqûre.
Ce n'est pas une conversation, c'est une évaluation silencieuse de ton image. Et tu sens, sans qu'aucune phrase ne le dise, que ton statut dans ses yeux se joue là. Un froid discret te parcourt la nuque. Tu veux te défendre, mais chaque justification semble confirmer ce qu'elle avance. Tes mots perdent du poids à mesure qu'ils cherchent à plaire. Le déséquilibre s'installe. Celui qui veut rectifier son image se place déjà en dessous de celui qui la juge. Ce moment banal devient un terrain où l'affect déguise le contrôle. Ce que les autres perçoivent peut devenir une réalité si bien exploitée. Le pouvoir n'a pas besoin d'être réel pour agir, il suffit qu'on y croie. Quand quelqu'un façonne ton image à ta place, il t'impose un cadre psychologique où tu réagis plutôt que tu diriges. Machiavel le formule ainsi: il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé quand on doit manquer de l'une des deux choses. La perception du respect ou de la crainte détermine souvent plus de comportement que la vérité des intentions. Un collaborateur exige d'être consulté, surtout sous prétexte d'aide, mais freine chaque décision. Il veut apparaître indispensable et se nourrit du doute qu'il installe autour de toi. Derrière son masque bienveillant, il teste jusqu'où tu acceptes son ingérence sans recadrer le jeu. Là encore, l'image compte plus que la compétence. Celui qui semble diriger finit par diriger. Ces interactions illustrent comment la perception peut altérer la dynamique du pouvoir. Dans les deux cas, tu perds quand tu cherches à prouver ta valeur selon leur regard. Le levier consiste à modeler toi-même le reflet qu'ils observent, non pas par des mots, mais par des gestes cohérents répétés, jusqu'à ce qu'ils redessinent ton contour mental dans leur esprit. C'est ainsi que la perception devient ton outil plutôt que ta cage. Apprenez à manipuler la perception pour renforcer votre position. Je choisis ce qu'ils voient de moi. Leur perception est ma création. Je modèle mon image selon mes besoins. Je décide de ma réaction. Ma réalité est à moi de façonner. Ces phrases ne sont pas des affirmations creuses. Elles servent de garde-fou mental pour reprendre l'initiative dès qu'un regard cherche à te définir. Voilà le terrain repris. Désormais, c'est toi qui décides quel masque ils affrontent et quand ils tombent. Je contrôle mon image. Tu viens de parcourir un chemin où la fermeté a rencontré l'humilité, où la trahison n'est plus une blessure mais une leçon. Ensemble, nous avons vu comment les enseignements de Machiavello permettent de transformer chaque attaque en opportunité stratégique. Ce voyage n'était pas seulement intellectuel, c'était une rééducation émotionnelle, un apprentissage pour ne plus céder sous la pression, pour ne plus vivre dans la peur d'une humiliation publique. Tu sais maintenant que te défendre ne signifie pas devenir cruel mais lucide, et que cette lucidité est ta première forme de puissance. Dans cette nouvelle réalité, tu n'agis plus dans la précipitation ni sous une décision sous la menace. Tu observes, tu calcules, tu choisis avec sang-froid. Machiavello disait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Cette phrase n'est pas une incitation à la froideur, mais un rappel. Ce qui compte, c'est ta capacité à protéger ton temps, ton énergie et ton territoire intérieur. La stratégie devient ici un acte d'amour envers toi-même, une manière d'imposer le respect sans jamais perdre ton centre. Alors, avant de quitter cette vidéo, partage en commentaire ce que tu as retenu du pouvoir de la stratégie face à l'injustice. As-tu déjà vécu une trahison qui t'a forcé à revoir ta manière d'agir? Parlons-en ensemble. C'est dans ces échanges que se construit notre intelligence collective. Et si ce message résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne Nicolas Machiavel pour continuer à décrypter les jeux de pouvoir et apprendre à rester maître de ton destin, même au cœur du chaos. Souviens-toi, celui qui comprend les mécanismes du pouvoir ne se venge pas, il s'élève.